tout en signalant à nos auditeurs que vous êtes l'honorable Sénat Ali Puy, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, et vous êtes élu pour le compte de l'UFC. Déjà à l'Assemblée nationale, vous êtes le député du peuple. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer en revue avec vous le bilan de la session écoulée au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous profitons aussi pour comprendre ce que l'UFC a pu faire ou a pu amener comme contribution. Et justement, c'était sur cet aspect-là que nous étions, que vous étiez en train de nous faire revoir 5 ans depuis que vous êtes là, ce que l'UFC n'a pas fait pour contribuer à faire enfermer ou bien à faire perdre la vie à quelques Togolais que ce soit, ou à faire blesser quelques Togolais que ce soit. Ce sont vos mots que je suis en train de répéter ou de dire d'une autre manière. Moi, je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez que le camp d'en face, qu'on dit ou qualifie de ne pas avoir peur de l'opposition togolaise aujourd'hui, vous faites œuvre utile en ne faisant pas peur à ce camp d'en face-là, c'est-à-dire le parti au pouvoir? Alors, je vais peut-être pas faire de la pédagogie, mais prendre un autre chemin pour expliquer ce que je veux dire. Vous savez, il y a deux façons d'éduquer un enfant. Il y a les parents qui viennent tout le temps en train de taper les enfants, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Très dur avec les enfants, ça donne un résultat. Bon parfois, pas bon parfois. Et il y a les parents qui accompagnent les enfants, qui les éduquent, qui font ressortir leur intelligence, qui font ressortir leur créativité, qui cherchent à détecter leurs talents pour les orienter dans la vie. Et je pense que quand vous regardez ces deux types d'enfants, vous en avez un qui parfois devient un automate. S'il n'a pas reçu d'instruction, il ne bouge pas parce qu'il est dans un système où les choses viennent d'en haut, c'est des instructions, sinon c'est le bâton. Et vous avez l'autre qui a appris à se débrouiller. Si il a un problème, il va chercher une solution au problème. Il n'attend pas papa ou maman ou des instructions. Il cherche des solutions à son problème. Donc, ces deux approches dans la vie. Il y a des gens qui nous disent, oui, mais pour un pouvoir A, il faut une opposition B en face et il faut qu'il se rentre dedans. Et du cycle conflictuel qui anime cette confrontation vont sortir des évolutions pour le pays. Oui, ça fait que, bon, généralement, on a des ébullitions ici et là, et puis, bon, nous, c'est friand, là. Si c'est fait civilement et que ça vous apporte à manger, à boire, ça vous permet d'acheter un lopin de terre après avoir travaillé 5 ans ou 7 ans, ça va. Mais si ça ne vous apporte rien, quel est le but du jeu? Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que moi, quand je prends le Togolais, je le prends à 0 ans, il vient de naître, jusqu'à 5 ans, il faut qu'il y ait des services qui accompagnent sa maman et son papa pour qu'il soit bien nourri, qu'il soit vacciné contre les maladies importantes. À 5 ans, on va le mettre dans le système éducatif. Il va probablement y rester jusqu'à 20-25 ans, donc faire l'école primaire, le collège, le lycée, et pourquoi pas l'université. On espère qu'il va arriver sur le marché du travail vers 25 ans. Pendant ces 20 ans où il est dans le système éducatif, on doit pouvoir l'accompagner pour qu'il soit bien nourri. Quand il va à l'école, qu'il puisse manger, qu'il ait de bons professeurs qui eux-mêmes ont une bonne formation, qui sont bien payés pour avoir la tête tranquille, pour pouvoir enseigner, pas les histoires d'enseignants volontaires auxquelles nous mettrons fin si nous sommes en majorité. Il n'y aura plus d'enseignants volontaires au Togo. Vous êtes enseignant ou vous ne l'êtes pas. L'éducation, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est un cycle. Et à chaque étape de ce cycle, l'État doit mettre des systèmes et des process en place pour accompagner le citoyen, pour rendre cette expérience la moins pénible et la plus agréable possible. Et c'est là que nous, politiques, nous sommes présents. Nous devons formuler des politiques qui prennent en compte tout ce cycle de vie-là. La période de 25 ans jusqu'à 65 ans ou 60 ans, où il travaille, il doit pouvoir en mettre de côté pour sa retraite. Peut-être pouvoir s'acheter une maison. Si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il doit pouvoir entreprendre et devenir riche. Il faut une fiscalité qui l'accompagne quand il est une PME. Il faut un État qui l'accompagne pour faire de ce jeune entrepreneur brillant qui est un talent, peut-être un industriel. Ce sont ces choses-là qui sont utiles. Quand moi je me réveille le matin, c'est ça qui est important. Donc, moi, en face, je suis vraiment opposé à la misère, je suis opposé à tout ce qui n'est pas bon pour le Togo et les Togolais. Un système de santé à améliorer,
un système éducatif où il faut faire beaucoup plus que... Il faut aller plus vite et plus loin dans les réformes que nous sommes en train de faire. Je vous dis qu'on ne veut plus d'enseignants volontaires. Quelqu'un qui enseigne, il a droit à un salaire, il a droit à de bonnes conditions de vie. Donc il faut vraiment faire des réformes en profondeur. Le chef de l'État fait les réformes dans la perspective du parti qui l'accompagne, de la majorité qui l'accompagne. Nous avons une perspective différente. Nos racines, c'est la blodée. Et comme nous sommes en minorité, nous essayons de vendre ce programme de la blodée aux Togolais pour leur dire qu'on peut vous proposer autre chose. Mais en attendant, ce qui est en train d'être fait n'est pas mauvais. On va le critiquer de façon constructive. Pour que, s'il y a des idées que nous lançons, même si ce ne sont pas ces idées, qui voient que c'est bon, il prend, il le fait. Est-ce que ça ne vous arrange pas? Quand je suis arrivé en 2019, je disais qu'il faut augmenter le SMIC à 50 000. Je le répétais, les gens se disaient, mais ce type, il doit être fou. Qu'est-ce qu'il raconte? Le SMIC est à 35 000, on n'arrive même pas à nous payer. Mais le SMIC est à 52 500 aujourd'hui. Mais au même moment, il y a certaines entreprises qui n'arrivent pas à payer ce SMIC-là. Et est-ce que vous avez déjà quand même fait une interpellation du ministre du Travail au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien c'est à la prochaine session, à l'ouverture de la prochaine session que vous allez le faire? Nous en avons parlé. Lorsqu'on prend des mesures de cette ampleur, il y a un temps d'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a une période de transition. On ne va pas faire ça du jour au lendemain. Ça ne se passe nulle part comme ça. Ça va prendre 2, 3, 4 ans avant que cette mesure ne devienne pérenne, c'est-à-dire qu'elle soit implémentée entièrement. Et vous avez les mesures d'accompagnement qui doivent accompagner les PME. Parce que moi, ce n'est pas sur les grands groupes que je compte. Les gens qui sont à PIA et ces histoires-là, des gros investisseurs qui font les choses à la chaîne, que je compte pour employer les Togolais. C'est toutes ces petites PME, ces petits restaurants, ces petits hôtels, ces petits centres d'art, ces petites activités qui ont 4, 5 employés, 7, 10 employés, 15, 20 employés, c'est eux qui doivent être le moteur du développement de notre économie. Les PME, nous devons revoir la fiscalité des PME. Les PME aujourd'hui sont étouffées, à mon avis. Vous avez l'OTR d'un côté qui tombe sur eux, vous avez les mairies, parfois vous avez le but au drap, sans parler de l'électricité, de ceci, de cela. Ils sont submergés d'obligations financières pour de l'argent qu'ils n'ont même pas encore gagné, parce que le marché togolais est un marché étroit, nous ne sommes que 8 millions. Donc il faut vraiment une fiscalité adaptée qui tienne compte de leurs performances pour les taxer. On ne va pas juste leur dire, bon, on pense que tu dois être dans cette catégorie-là, donc c'est ça, et puis c'est tout. On t'applique quelque chose à l'aveugle, à l'aveuglette, et puis avec un système bureaucratique inefficace. Moi, c'est contre ces choses-là que je suis opposé. Et ce n'est pas le fait d'un individu, ou ce n'est pas le fait d'un parti politique, c'est un problème de système que nous avons. Donc, que ce soit notre parti qui soit au pouvoir, ou le parti UNIR qui soit au pouvoir, ou l'ANC, ou la DMK, ou ce que vous voulez, n'importe qui va me dire qu'il veut améliorer les choses, ou changer les choses pour l'intérêt des Togolais, je l'accompagnerai. Bien. Alors, cela étant, lorsque nous prenons, vous dites que ce n'est pas pour vous une affaire d'appartenance à un parti politique, mais vous avez la couleur de l'UFC, et nous savons que quand on parle de l'UFC aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes le plus gradé, c'est vrai, et vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale, 3e vice-président. Au même moment, vous avez dit que vous, votre problème, c'est le Togolais là, qui cherche de l'eau, pardonnez-moi, qui cherche de l'eau et qui cherche de l'électricité. Mais il se fait qu'au Togo, il y a encore des gens qui souffrent d'eau potable. Est-ce que vous avez déjà quand même essayé une tentative d'interpellation du ministre de l'eau et du ministre de l'énergie pour expliquer ce qui se passe, et des Togolais n'ont pas d'eau dans leur maison, ou bien vous l'avez en projet? C'est une question d'approche. Je dirais que le gouvernement actuel a une approche de ce que nous pouvons en économie plus ou moins appeler shopping list. Nous avons ça, ça, ça et ça à faire. A, B, C, D choses à faire. Pour A, nous allons faire un projet, aller chercher du financement. Pour B, nous allons faire un projet, aller chercher du financement. C, et ainsi de suite. On peut avoir du financement pour A, pour D, et puis pour F. On commence. Dès que c'est fini, on inaugure. On est en train de faire des choses. Mais est-ce que A, B, C, D, E et F sont intégrés?
C'est la question qu'il faut se poser. Nous, à l'UFC, notre approche est de dire que nous avons un territoire de 56 600 km². C'est relativement petit. Il faut un hôpital dans tous les rayons de 5 km. Dans tous les rayons de 5 km. Il faut un hôpital, pas un hôpital, mais un centre de santé, CMS au moins. Dans chaque ville principale, comme Lomé, Atakpamé, Sokodé, Kara, Mango et Dapan, vous devez avoir l'équivalent d'Acta-Lafié, ce qu'on a fait à Lomé. Au moins un dans chaque région. Mais si tu es à Dapan et il faut vraiment te soigner, on va t'emmener jusqu'à Lomé, tu es mort. C'est compliqué. L'État doit pouvoir servir tous les citoyens, puisque tous les citoyens se valent. On doit pouvoir offrir le même niveau de service à tous les citoyens. Les gens pensent que c'est de la rêverie parce qu'ils se sont habitués à la misère et aux problèmes dans lesquels ils sont. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait une autre vie, mais voyager. Aller en Europe, aller même dans d'autres pays africains. Ces réformes-là ont été faites et il y a des réformes qui sont en train d'être faites ici pour que le Togo se modernise. Mais comme je le dis, il y a un problème de mentalité. Mentalité qu'il faut changer. On peut vous construire un hôpital comme Dr Lafié qui est propre, dernier cri. Si ceux qui vont animer cet hôpital-là, où ils travaillent, ne sont pas propres, ou font des choses approximatives, et ne font pas les choses, n'ont pas le mindset qu'il faut pour opérer les choses qu'il faut, comme il faut, ils vont vous en faire le CHU Sylvanus Olympio dans 5 ans. Vous allez revenir là-bas complètement déçu, ça va être sale, on va encore avoir des fils, le service va être horrible. Donc, les changements structurels que le chef de l'État est en train de faire doivent être accompagnés de changements culturels. On doit vraiment utiliser les réseaux sociaux et tout ce que nous avons comme moyen de communication pour changer la mentalité des gens. Quand les gens font un travail pour lequel ils ont été élus ou pour lequel ils ont un mandat, ils doivent venir rendre compte. Ce n'est pas que vous êtes député, vous avez une belle voiture, vous êtes dans une maison, vous ne voulez plus rien savoir du pauvre qui est à côté de vous. C'est lui qui vous a mis là pour régler ses problèmes. Si vous ne réglez pas ses problèmes, au moins dites-lui bonjour. Ou bien expliquez-lui au moins peut-être pourquoi. Donc c'est une question d'approche. Nous disons qu'il faut des routes dans tout le pays. Lomé Dapan, vous devez avoir au moins 4 voies aller, 4 voies retour. Oui. Maintenant, les rues dans les villes doivent être goudronnées. Mais ça dépend des municipalités. Elles doivent être suffisamment autonomes pour pouvoir lever l'argent dont ils ont besoin pour développer leur commune en tenant compte de leur capacité à taxer. Dans la commune où ils sont, les revenus qui sont générés, ils doivent pouvoir taxer et emprunter pour développer leur commune. Si la commune est bien développée, ça va attirer d'autres personnes qui viendront habiter là, qui sont aptes à payer. Là-bas, ils vont aller dans les beaux quartiers, comme qui n'aimeraient pas. Si vous en aviez les moyens, peut-être vous les avez, n'aimeriez-vous pas habiter un quartier comme la Caisse, ou la Cité de l'OUA, où il n'y a jamais d'inondation, ou Millennium. Ce que je veux dire, c'est que si c'est possible là-bas, c'est possible dans tout le Togo. Il faut seulement qu'on change la façon dont on réfléchit et qu'on ait peut-être une autre approche du développement. Au lieu d'aller projet par projet, c'est des biens publics, les routes, la lumière, le site, l'électrification, tout. Alors, c'est que je vous disais que des compagnies comme la TDE et la CET, il faut revoir la fiscalité. Si la CET achète le courant qu'elle nous revend, il y a des gens qui ne paient pas, ou bien des gens qui ont leurs comptes recevables sont énormes, ils n'arrivent pas à récupérer l'argent qu'on leur doit. Or, ils doivent payer le fournisseur. Et ils doivent peut-être payer même de l'impôt. Avec quel argent ils vont faire les investissements pour nous débarrasser des toiles d'araignée et étendre le réseau dans tout le pays? Il faut une fiscalité qui puisse leur permettre de dégager suffisamment de liquidités pour faire les investissements qu'il faut. Puisque les gens paient, c'est même prépayé. Je crois qu'il y a même prépayé pour l'eau aussi maintenant, on dit. Donc, c'est un peu ça. Mais on aura l'occasion pendant la campagne de revenir. Aujourd'hui, je suis dans un exercice de reddition de comptes. Et je ne veux pas en profiter pour donner l'impression que je fais campagne ou que j'ai un problème avec quelqu'un. Alors, justement, par rapport à la reddition de comptes, je voudrais vous poser la question de savoir, puisque l'économie, vous connaissez aussi l'économie, et par rapport à la réforme du franc CFA, est-ce que cette réforme-là que vous avez actée à l'Assemblée nationale sera une réalité et que le franc CFA va être réformé de sorte à ce que aujourd'hui ce que les uns et les autres décrivent par rapport à ce franc CFA là, que nous puissions connaître ce que nous pouvons appeler du changement.
Alors, les changements que nous avons apportés au niveau de ce que nous avons fait au Parlement entre les pays de l'UMOA et la France touchent les points sur lesquels les gens criaient le plus. C'est-à-dire qu'on dit que les réserves obligatoires sont en France, c'est des questions de souveraineté, on est fâché. Bon, on va gérer ces réserves-là nous-mêmes. Donc il y a un certain nombre de changements qu'on a décidé que nous allions faire qui règlent ce problème-là. Et les Français ne seront plus, aussi présents qu'ils ne le sont. Mais il faut comprendre que les Africains sont en train de monter, gèrent leur monnaie depuis longtemps. Hein. Mon père a travaillé à la Banque centrale. Et il est arrivé à la Banque centrale dans le cadre de l'africanisation des cadres. C'est-à-dire que celui qui, lui, l'est venu remplacer, c'était un blanc. Et le gouverneur à l'époque, c'était Abdoulaye Fadiga. Et la BCAO se trouvait à Paris. Ils l'ont déménagé à Dakar. Donc c'est pourquoi je suis né en France. Donc, ils ont déménagé à Dakar. Donc c'est quelque chose qui a commencé depuis. On a commencé d'abord par remplacer les cadres occidentaux par des cadres africains. On a déplacé le siège. On a créé la COFEB pour former les gens. Donc personne ne va empêcher quelqu'un de disposer de lui-même. Est-ce que vous voulez nous dire que les choses ou les réformes ou les changements sont en train d'aller étape par étape, step by step? Bien sûr. Et c'est-à-dire que dans ces genres de choses-là, comme pour les questions politiques, il faut éviter de dramatiser et de présenter les choses comme si il y a quelqu'un qui, quand il se lève, son projet, c'est d'exploiter les autres. Non. Tous les États ont des intérêts. À vous aussi de savoir quels sont vos intérêts et de vous mouvoir en conséquence. Je vais vous poser une question sur la participation de l'UFC aux prochaines échéances électorales, puisque on en a parlé en début d'émission avec la petite revue de titres de presse que nous avons eu à faire. Et est-ce que l'UFC ira aux prochaines élections? Bien sûr, nous irons aux prochaines élections. Comment l'UFC ira à ces élections-là? Nous irons aux régionales et législatives. Nous irons aux élections comme tout parti politique. Nous avons déjà une bonne idée de qui seront nos candidats. Le moment venu, bon, d'ici quelques semaines, nous allons faire notre congrès et puis nous allons en faire peut-être même un autre pour investir les candidats qui vont défendre nos couleurs à ces élections-là. Nous allons revoir le projet de société que nous avons. Notre projet de société de 2018 s'appelle Ensemble pour un Togo nouveau. Pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur mon site au www.alipui.com. Sur la première page en bas, vous avez le projet de société de notre parti. Vous pouvez aller le lire si vous avez des questions. Vous avez mon numéro. Vous pouvez poser des questions. Nous sommes là pour ça. Nous allons le mettre à jour. Et c'est dans ce projet de société de 2018 déjà que nous disions qu'il faut mettre le SMIC à 50 000. Il faut faire quelque chose comme Novici et tout ça. Il faut l'assurance maladie pour tout le monde. Ben maintenant, on a voté des lois qui vont dans ce sens. Mais nous voulons l'application maintenant. Nous voulons l'application. Il faut faire l'identification biométrique. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous allons, sur lesquelles nous allons travailler. Et nous allons revenir avec un projet de société qui tienne compte de l'évolution de la situation, du contexte dans lequel nous sommes, et pour pouvoir mieux servir les Togolais. Parce que en bout de ligne, c'est de ça qu'il s'agit. Le bien-être des Togolais, et ce bien-être-là évolue. Quand nous avons fait ce projet de société, nous étions peut-être 6 ou 7 millions, maintenant nous sommes 8 millions, on vient de faire un recensement. On vient de faire le recensement électoral, après le recensement général de la population. Donc, bon, nous savons maintenant combien nous sommes, où nous allons. Il faut par rapport à ça nous projeter dans l'avenir et voir, bon, qu'est-ce qu'on peut proposer aux Togolais pour qu'à l'horizon 2030, on devienne un pays émergent. L'UFC veut aller aux élections, mais il se fait que certains Togolais disent n'avoir pas pu faire leur carte d'électeur et comme ils ne les ont pas obtenus, ils ont réclamé d'une manière ou d'une autre que la CENI reprenne cette opération de recensement électoral. Vous, acteurs politiques, vous êtes regroupés avec le ministère de l'administration territoriale et la CENI. Comment avez-vous fait au niveau de l'UFC pour que cette opération ne soit pas reprise?
Nous n'avons rien fait pour qu'elle ne soit pas reprise. Nous avons alors, dit que si on devait... pour qu'elle soit reprise, cela n'a pas été le cas. La question n'est pas une question de qu'elle soit reprise ou pas. La question est que nous sommes une vingtaine de partis politiques au CPC et la règle, c'est le consensus. Tu as ton idée, j'ai mon idée, on vient, on discute. Si tu m'as convaincu, on a un consensus, on y va. Si on n'a pas un consensus, que j'ai raison, que j'ai tort, on ne le fait pas. Que tu aies raison, que tu aies tort, on ne le fait pas. Alors, la question du recensement a commencé dans la presse et j'ai invité les acteurs politiques à en débattre plutôt au CPC, qui est le cadre approprié pour venir présenter des arguments valables et des données réelles qui peuvent emmener toute personne indépendante et raisonnable à prendre la décision de reprendre le processus, au cas où on n'est pas sur la bonne voie. Et on a eu débat sur la question, il y a eu différentes idées. Nous avons dit que s'il faut faire le recensement, il n'y a pas que la zone 1. Le Togo ne se résume pas à la région maritime, la région des plateaux d'où je viens, qui est la région la plus grande en superficie et la deuxième la plus peuplée aussi. Il y a la région centrale, il y a la région de la Karaï, il y a la région des savanes. S'il faut reprendre, c'est dans tout le Togo. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens de le reprendre financièrement? En termes de temps, puisqu'il y a les élections. Est-ce que le processus... Ces élections-là, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas aussi la date. Est-ce que le processus que la CENI a conduit, de recensement que la CENI a conduit, donne des signes évidents qu'on a raté l'essentiel des gens qu'il fallait recenser? C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Au lieu de commencer à dire qu'il y a des vrais opposants, il y a des faux opposants, et aller s'opposer en l'air comme des femmes au marché. Moi, je vais vous donner une réponse en 3 volets. Si vous relisez le rapport trimestriel de la BCAO paru au mois de mai 2023, donc qui couvre le premier trimestre, vous voyez là que la Banque centrale, la Federal Reserve aux États-Unis, a augmenté son taux directeur. Vous avez la Banque centrale européenne, la BCE, qui a aussi augmenté son taux directeur. Et donc, la BCAO a augmenté son taux directeur. Je ne vais pas aller dans les détails des raisons pour qui les ont amenés à augmenter leur taux directeur. Vous avez une chute de cours de certaines matières premières. Vous avez un certain nombre de facteurs géopolitiques comme la guerre en Ukraine, ceci, cela. Nous sommes des économies qui sortent de Covid, qui sont en pré-récession pour plusieurs. Avec l'augmentation du taux directeur, les taux d'intérêt suivent, ils ont augmenté. Donc pour emprunter l'argent, ça coûte plus cher. Même si vous devez aller sur le marché régional, emprunter, tout cela, c'est plus compliqué. L'argent est plus rare, plus onéreux. Bon, est-ce que pour faire plaisir à des gens qui ne veulent pas aller à des élections souvent, on va reprendre tout le recensement parce qu'ils ont vu quelques fils? Ils veulent qu'on fasse le recensement seulement chez eux et pas dans tout le pays. Et le reste, ils ne sont pas togolais. Si on doit refaire le recensement, on le fait partout. Donc, financièrement, c'est quelque chose qui va coûter cher. Il faut redéployer tout le monde, il faut payer les OPS, il faut reprendre tout. Pour combien? Même après cet exercice, il en restera encore. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas reprendre. Je dis qu'il faut qu'on argumente et qu'on arrive à une conclusion raisonnable. 2. Bon, donc on a regardé du côté financier. 2. Le mandat finit en décembre 2023. C'est vrai que ça peut s'étirer. C'est arrivé plusieurs fois. Depuis 2007, on étire chaque fois. Oui. On veut faire les élections à temps ou on veut les étirer. Les mêmes qui sont en train de poser de nouvelles conditions sont les mêmes qui vont vous dire que mais le temps est écoulé. Puisque la cohérence n'est pas leur fort. Mais il semble aussi que vous aussi, étant à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas envie de partir. Non. Nous partirons tous. Comme un jour nous quitterons même cette terre. C'est ceux qui ne sont pas préparés ou qui ont peur des compétences qui sont les leurs, intrinsèques, qui s'accrochent aux choses. Si tu es compétent, tu peux servir partout. Ou tu peux être reconduit si tu as fait du bon boulot et que les gens veulent de toi encore. En tout cas, en ce qui me concerne, je serai candidat et je retourne aux élections. Il n'y a pas de problème. Vous retournez aux élections? Je retourne aux élections. Vous travaillez pour cela? Je travaille pour cela. Est-ce que c'est parce que vous retournez? Les gens veulent bien de moi. Est-ce que c'est parce que vous voulez retourner aux élections que nous vous avons vu pour le cas récent, dans les Évalas, aux côtés des populations et en saluant
comment on peut les appeler, les Evala que vous croisiez. C'est vrai que nous avons vu dans d'autres fêtes traditionnelles aussi, de par le passé, mais le dernier en date, ou la dernière présence en date, c'est... Les Evala, est-ce que c'est parce que vous allez aux élections? Non, les Evala, c'est une fête traditionnelle. Ah. C'est une fête traditionnelle. C'est quelque chose de national. C'est-à-dire que, bon, c'est lié peut-être à une région, certes, mais c'est une fête traditionnelle. On ne peut pas la politiser. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que moi je ne vais pas aux Evala parce que le chef de l'État vient de cette région et qu'il ne sera entouré que des gens de son parti. Non, c'est une affaire qui concerne le Togo. Comme je vous l'ai expliqué, nous sommes au-dessus des partis maintenant. Nous nous disons la patrie avant les partis. Et j'y crois sincèrement. C'est-à-dire qu'il faut regarder le Togo. Et si tu m'invites à une fête chez toi, c'est dans le Pendjal ou bien c'est à Bassar, le calendrier le permet, je viendrai. Ah, donc cela veut dire que ce n'était pas une action politique que vous étiez en train de mener. Lorsque moi je vous ai vu en train de saluer tout poliment et respectueusement cette dame-là qui vous a approché sur l'un des terrains la politesse, c'est vis-à-vis de tout le monde. Et j'ai beaucoup d'amis, que ce soit dans l'opposition, au pouvoir, ou même dans les populations. Oui, mais je vous ai vu aussi serrer les mains aux gens du camp d'en face. Oui, bon, c'est-à-dire que pour de nombreux Togolais, il y a plusieurs camps. Pour moi, le camp d'en face, c'est le camp de ceux qui ne veulent pas qu'on améliore le système éducatif, qui ne veulent pas qu'on améliore le système de santé, qui ne veulent pas que les Togolais aient un bon salaire. Et ces gens-là qui ne veulent pas que le Togo avance, vous en avez dans tous les partis politiques. À unir, leur politique est de faire avancer le pays. Il y a des gens à unir qui peut-être ne le veulent pas. À l'UFC, il y a des gens qui veulent que le Togo avance, il y a des gens qui peut-être ne le veulent pas. À l'ANC, c'est pareil. Partout, il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Le plus important, c'est que les gens bien puissent se comprendre et peser suffisamment pour orienter le pays dans une bonne direction qui va bénéficier aux Togolais. Bien. Alors, vous avez dit que vous irez aux élections, donc l'UFC ira aux élections. Est-ce en rang dispersé ou en rang serré que vous irez? Nous allons revoir notre projet de société, comme je vous le disais, et faire une nouvelle offre politique aux Togolais. Et cette offre politique-là va avoir, il y aura de nouvelles priorités. La défense et la sécurité. Je vois beaucoup de policiers qui ne sont pas armés, qui sont au carrefour en train de diriger la circulation. Ces gens-là respirent beaucoup le truc de l'odeur. Les gaz. Ces gens-là, ils vont tomber malades à la retraite. Les moteurs ou les engins jettent dans la nature. Oui, ils vont tomber malades à la retraite. Est-ce qu'ils ont une bonne assurance médicale qui va pouvoir les accompagner pendant leur retraite? Est-ce qu'ils ont une retraite où ils ont des revenus qui tiennent compte du risque auquel ils sont exposés? Bon, là, on parle de policiers qui font la circulation. C'est les forces de défense et de sécurité que je salue, qui sont aussi dans le Nord, qui font face aux balles ennemies. Que nous saluons de passage. Oui, que je salue et que je félicite pour leur bravoure. À n'importe quelle minute, ils peuvent perdre leur vie. Ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des engagements financiers, certains sont sous prêt. Est-ce que ce qu'ils gagnent pour le risque qu'ils prennent, ça en vaut la peine? Donc nous allons étudier ces questions-là ou les réétudier et proposer quelque chose de généreux qui permette aux forces de sécurité de faire leur travail et d'être suffisamment bien payés, si bien payés qu'ils n'auront même pas, peut-être pour certains, même envie de racketter les gens. Ils vont se contenter de faire appliquer la loi et il y aura la rigueur derrière aussi pour ceux qui sont indélicats. Vous avez les gens qui sont dans le secteur de l'éducation. Nous ne voulons plus entendre parler d'enseignants volontaires au Togo. Comment tu vas aller enseigner enseignant volontaire? Ça, c'est des concepts qui doivent disparaître en fait. Nous sommes un pays qui a justement parce que des gens ont été enseignants volontaires durant toute leur vie et l'âge de la retraite est arrivé, ils sont partis, leurs enfants aussi sont devenus enseignants volontaires. Ce sont des réalités qui existent. On a passé le temps à nous quereller en politique, ça ne nous a pas permis d'y œuvrer pour les intégrer d'une manière ou d'une autre. Si on peut les aider. La dernière fois nous étions dans cette émission, certains ont appelé et ils ont déjà passé l'âge, ils n'ont même pas les certifications qui leur sont demandées à l'occasion du concours qui est lancé pour intégrer certains actuellement. Donc, c'est une bureaucratie, à mon sens, inutile. C'est-à-dire que, écoutez, dans beaucoup de pays développés, et on ne va pas appliquer ce qu'il y a dans les pays développés ici aveuglément. Tu es sur le marché du travail de l'âge de 20-25 ans jusqu'à 65 ans. Si tu as les capacités pour faire le travail,
tu as les compétences et tu as la personnalité pour pouvoir le faire. Et quand on te passe en entrevue, tu es physiquement apte à faire le travail, on devrait te prendre. Ces histoires de dire qu'à partir de 25 ans ou de 30 ans, tu ne peux plus intégrer tel service, tu ne peux plus faire ceci, cela. Nous ne sommes plus en 1950, nous sommes en 2023. Moi, j'ai des gens qui ont travaillé sous mon commandement, qui étaient plus éduqués que moi, plus gradés que moi, mais les circonstances font que je suis leur patron au Canada. C'était comme ça, c'est tout. J'ai embauché des gens plus jeunes que moi, j'ai embauché des gens plus âgés que moi. On ne peut même pas demander l'âge à quelqu'un pendant son entrevue. Pour un job, on regarde le CV, est-ce qu'il a les compétences requises, est-ce qu'il a l'expérience requise? Si oui, on veut le voir pour voir s'il est capable de faire le travail. C'est vrai que sous d'autres dossiers, j'ai vu ça aussi. Alors pourquoi nous enfermer dans une bureaucratie inutile? Faisons des choses pour nous faciliter la vie. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour 90 ans. L'État doit accompagner le citoyen tout au long du cycle de sa vie. La vie ne doit pas devenir une punition. Où tu nais dans une famille pauvre, on te tabasse tout le temps pour un oui ou un non. Tu grandis abruti, tu ne trouves pas de travail, tu es obligé de rester dans la dictature qui est à la maison. Et le temps que tu finisses par trouver quelque chose, j'en croise, hein, vous en avez quelques-uns qui finalement sortent de ce système-là et qui ont une sorte de revanche à prendre contre la vie. Ils ne sont pas gentils, ils sourient jamais. Quand vous allez dans un service public pour qu'ils vous servent, ils vous traitent comme si vous étiez venu leur demander de l'argent ou à manger. C'est-à-dire que la vie était tellement pénible pour eux que le concept de joie leur est entièrement étranger. C'est un changement de mentalité. Il faut réformer la façon dont nous abordons la vie complètement pour mettre les Togolais à l'aise. On a tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Et on n'a pas besoin de se bagarrer que moi je suis de tel parti, toi tu es de tel parti. Où est l'intérêt du Togo? Où est l'intérêt des Togolais? Quelle qu'en soit notre sensibilité, si on a identifié l'intérêt, on se met ensemble et on avance. Alors, est-ce que l'UFC, quand vous dites on se met ensemble et on avance, l'UFC fait partie de ces partis politiques qui veulent que vous alliez en rang serré, c'est-à-dire de façon unie, pour aller affronter, unir? Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement, comme aux Évalades où nous venons tous. Il s'agit d'aller terrasser quelqu'un. Nous sommes dans une logique où le pays a un certain nombre de problèmes. Des problèmes sécuritaires, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes d'inondation. On pourra en reparler. Unir a des solutions à ces problèmes. L'UFC a des solutions à ce problème. L'ANC a des solutions à ce problème. Le Premier ministre Agbeoumé Kodjo a des solutions à ces problèmes. Chacun présente ses solutions aux Togolais. Celui que les Togolais ont choisi qui préfère sa solution, les autres vont travailler avec lui pour qu'on mette en place ces solutions. Et dans 5 ans, on reverra. Si on ne sort pas de cette logique d'affrontement, ça va être comme les Évalas, c'est toujours la même qu'on terrasse. Est-ce à dire que vous n'êtes pas dans la guerre de positionnement? Non. On regarde les projets, on regarde les programmes, on regarde les hommes. Et on regarde ce qui est bien pour le Togo. Et c'est dans cette direction-là qu'on va. Si quelqu'un vient avec un projet de société qui est meilleur que le nôtre, pour alléger la fiscalité des PME, avec des filets sociaux pour les gens âgés et les jeunes et toutes ces histoires-là, on va le suivre. On peut faire alliance pour aller ensemble. On est à la recherche des talents qu'il y a dans le pays. On est à la recherche de la meilleure idée pour nous sortir de la misère. Lorsque je vais aller à la retraite dans 20 ans, 30, dans 20, 25 ans, puisque je viens d'avoir 45 ans, j'aimerais que le Togo ne soit pas comme je l'ai connu. Il y a des pays qui se transforment autour de nous. Le Togo aussi s'est beaucoup transformé ces 10-15 dernières années. Mais il faut qu'on aille encore plus loin, plus vite, et qu'on sorte d'une structure pyramidale et basée sur le statut pour être une société où les choses sont plus au mérite. Donc tout ça, c'est des changements de mentalité, on va y travailler. Et laisser, l'ancienne génération où on aime se bagarrer, on veut savoir tu es de quel parti avant de commencer la discussion. Les problèmes sont les mêmes dans tous les partis. Les gens ne sont pas bien payés, quel qu'en soit leur parti politique. On a besoin de relever le salaire de tout le monde et de créer des conditions pour que les gens soient à l'aise dans le pays. Nous allons revenir à vous. Le temps pour nous de dire à nos auditeurs que sur ce coup, à partir de maintenant, ils peuvent nous appeler sur les numéros suivants 22 22 17 76 70 46 52 92. Pour ceux qui n'arrivent pas à nous recevoir à Kara et dans certaines localités du pays, et pour ceux qui arrivent à nous recevoir, il suffit de leur communiquer qu'ils peuvent nous capter sur les 3 www.radiodomaine.tg pour nous suivre en attendant que les démarches
des techniciens ou de la technique qui sont en cours puissent aboutir pour que tout le monde puisse nous recevoir partout où il est et nous écoute. Question rapide. Je vous disais qu'il y aura une surprise pour ceux qui font attention à ce que nous étions en train de dire. J'aurais 3 petites questions. Alors, les auditeurs, s'ils y répondent, c'est tant mieux pour eux. La première question qui donne un prix, c'est quel est le nom du projet de société de l'UFC? Je l'ai mentionné 2-3 fois pendant que je parlais. Quel est le nom du projet de société de l'UFC? Oui. Et puis, à quelle date a débuté et à quelle date a été clôturée la session actuelle? La date du début et la date de fin. Bon, même si la personne a un des deux, c'est bon aussi. À quelle date a débuté? La date exacte, le jour. Jour et mois, quoi. Jour et mois. Oui, qu'a débuté la dernière session qu'on vient de... Dernière session. Oui, oui. Et la troisième question, bon, sur les 12 projets de loi que j'ai cités, c'est plus compliqué. Si quelqu'un peut en citer au moins 2, il a aussi gagné quelque chose. Bien. Alors, c'est parti. Si quelqu'un parvient à citer les lois que les députés ont votées à l'Assemblée nationale à la session écoulée, ne serait-ce que 2 ou 3, il pourra repartir avec quelque chose et trouver le jour et le mois du début ou de la fin de la session. Il gagnera quelque chose et le nom du projet de société de l'UFC. Alors, l'honorable député Ali Puy veut vous faire des gratifications. Oui, l'auditeur qui est en ligne, nous allons le recevoir. Et il nous appelle d'où? Hervé, bonsoir. Hervé, bonsoir. Je suis heureux de vous recevoir et toutes nos excuses de vous avoir fait patienter un tout petit peu. Hervé, vous nous appelez de Vaposito, vous êtes là? Ah, vous avez dit Sobo-Sito, bien. Vous nous appelez de Sobo-Sito. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de taux ces derniers temps-là. Allez-y pour votre intervention. Parlez un peu plus fort. Oui. Oui. Bien. Alors, votre question, je pense que le député Ali Puy, le vice-président de l'Assemblée nationale, n'est pas bien habilité à répondre à cette question, mais les membres du gouvernement, leurs services de communication et leurs services compétents qui sont à l'écoute en ce moment ont écouté la question. Nous osons croire que d'ici les jours à venir, si les conditions le permettent, nous pourrons recevoir pour vous un des porte-parole du gouvernement et lui poser cette question et voir dans quelle mesure il compte aussi aider les parents à amorcer la rentrée 2023-2024 qui s'annonce. Hervé, bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez compris, vous avez tout compris. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez répondre à une des questions que l'honorable a posées pour que vous puissiez repartir avec un prix? Quel est le nom du projet de société de l'UFC et quel est le jour du début, jour et mois, du début de la dernière session ou de la fin de la dernière session? Et puis, si éventuellement vous parvenez à citer l'une des lois votées à l'Assemblée nationale, parce qu'il avait demandé en début d'émission de bien le suivre parce qu'il veut donner des prix aux gens. Oui. Bon, ok, cela vous a échappé. Bien, vous êtes quand même généreux et gentil de faire la place à d'autres qui sont actuellement en attente. Hervé, merci de nous avoir appelé de Sobo-Sito et... Alors, Rafa, vous nous appelez de Dapaon. C'est une des questions, il peut choisir juste une des questions. Bien. Allô? Bonsoir. Je suis...
Allez-y. Oui. Merci. Ah, super. Super. Et aujourd'hui, il veut que vous répondiez à l'une des questions aussi et vous pourrez repartir encore avec quelque chose. La question, quel est le nom du projet de société de l'UFC? Ou bien vous répondez jour et mois du début de la dernière session à l'Assemblée nationale, ou bien de la fin, ou carrément vous donnez une ou deux lois votées telles qu'il les a citées en début d'émission, si vous avez bien suivi. Le 7 mars. Le 7 mars et le 30 juin. Ah, il vient de gagner 10 000 comme ça. Hein. Mais décidément, vous allez prendre tout le temps les prix chez l'honorable comme ça. Bon, ok. Félicitations. Félicitations à vous. Ne raccrochez pas, la technique va prendre votre numéro une fois encore. Et oui, les réalisateurs sont là, ils vont prendre votre numéro pour que vous puissiez bénéficier demain de votre 10 000 francs que vous avez gagné. Merci. Amen, amen. Ah, honorable, voilà. Il est encore reparti. Il y a des gens qui, décidément, sont chanceux. Ceux qui suivent, ils sont sérieux avec ce qu'on est en train de faire. Comme dans la vraie vie. Hein. Vraiment. Il faut toujours être sérieux. Il faut toujours être sérieux et vous pourrez gagner. Mesdames et messieurs, oui, vous pourrez rentrer dans l'émission et aussi bénéficier des gratifications que l'honorable veut faire encore ce soir pour des auditeurs qui ont bien suivi l'émission depuis le début et en répondant à l'une des questions, ou bien vous pourrez participer au débat en posant vos questions. Et en ce moment, on me dit que Kodjo, Kodjo, vous nous appelez d'Agoué, allez-y pour votre intervention. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kodjo. Oui, bonsoir. Il a répondu bonsoir. J'aimerais d'abord féliciter l'honorable. Ah. Il m'a fasciné par ce propos, il est convaincant. Je l'ai souvent écouté. Je pense que je l'encourage. Maintenant, en tant qu'honorable, depuis longtemps, je sais que les discussions proposées dans leur gouvernement, et en fait, la situation qui va à faire, c'est que lorsqu'on arrête des voleurs, par exemple, la police les arrête, on les met en prison et quelques mois après, on les libère. Bon, j'ai souvent dit que cette manière de procéder ne permet pas le problème de sécurité. Il faudrait peut-être que les députés, en tant que députés, ils proposent des lois au gouvernement, comme quoi, lorsqu'on arrête un voleur, qu'on le condamne à 10 ans de travaux pour sécurité, pendant son séjour carcéral, on peut lui apprendre des métiers, la maçonnerie, plomberie, etc. Donc, jusqu'à temps, il aurait appris un métier, il ira se dévoiler au lieu de recommencer dans le risque. Bien. Kodjo est là ou bien il est parti? Apparemment, Kodjo est parti et honorable. Est-ce que vous n'envisagez pas faire une proposition de loi qui puisse permettre, par exemple, que ceux qu'on arrête et qui vont en prison, qui vont en détention, qu'ils puissent faire des travaux d'intérêt général et de sorte à ce que, même en sortant de là, qu'ils puissent savoir faire quelque chose ou encore contribuer à la construction de notre pays? C'est quelque chose sur lequel nous allons travailler. Je sais qu'à la rentrée parlementaire, nous allons revoir le code de procédure pénale et ces questions et d'autres questions. Mais c'est quelque chose qu'on va regarder de très près. Parce qu'effectivement, quand ils sont en prison, d'abord la prison est surpeuplée. Il faut les nourrir et tout c'est des poids morts à ce moment-là. Il vaut mieux qu'on les utilise peut-être pour construire des routes, faire des travaux d'utilité publique. Donc je suis d'accord avec lui. Et on va plancher sur cette question-là et voir de façon pratique et réaliste qu'est-ce qui est possible. Je ne veux pas faire des promesses que je ne peux pas tenir ou dire des choses que je ne connais pas. Mais c'est quelque chose qu'on va regarder et on va revenir là-dessus avant la campagne électorale. Alors, c'est gagné. Kodjo, votre proposition est passée et
Le vice-président, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale a retenu cela et dit qu'ils vont regarder cela de près lorsque ils seront en train de travailler sur le code ou de revoir le code de procédure pénale dans notre pays. Et nous osons croire que cela pourra aboutir pour que les prisonniers puissent être plus utiles à notre pays que de rester là entassés dans les milieux carcéraux. Alors, et pendant que Julien nous appelle d'Atiébou, nous allons le recevoir. Julien, bonsoir. Julien, bonsoir. Bonsoir, Et allez-y Julien. pour votre intervention si vous en avez une ou si vous voulez répondre à l'une des questions. Nous vous sommes tout de suite. Je vous félicite pour l'émission. Merci beaucoup. Je suis très intéressé par votre émission. Tous les jeudis, je ne fais que rester du côté de mon radio. Merci de rester à côté de votre radio. Bon, je vais répondre à la question du projet du parti. Le nom du projet de société de l'UFC. Oui, c'est le projet Abloré. Le projet Abrolé. Bon, l'honorable à l'écoute, il y répond que le nom de votre projet de société, c'est le projet Abrolé. Et il sourit tout doucement et puis il secoue la tête. Ce n'est pas le nom du projet. Malheureusement. Mais il aura un prix de consolation quand même. Alors, il dit que vous aurez, pour avoir essayé, un prix de consolation. Donc, vous ne raccrochez pas. Si vous n'avez pas d'autres interventions, la réalisation va vous prendre derrière. Vous voulez que la réalisation vous prenne maintenant derrière? Oui, monsieur. Bien, alors la réalisation vous prend derrière, vous avez un prix de consolation. Honorable, c'est généreux de votre part. Bon, le plus important, c'est de participer. Bon, c'est ça. Ah, vous savez, il a pris son crédit pour appeler, pour parler de ce qui le concerne, pour vous encourager. Ce qu'on peut faire pour les gens, c'est avec plaisir. Merci bien, merci. Comme on le dit, d'encourager ces Togolais-là qui nous écoutent et qui apprécient aussi fort bien ce que nous faisons et ce que on leur dit, parce que c'est ensemble que nous devons construire ce pays et tout ce qui va dans le sens de la construction de notre pays, le Togo, a priori, nous devons pouvoir ensemble œuvrer pour cela. Oui, bien d'autres auditeurs veulent intervenir et je crois que le téléphone crépite toujours. Et pendant que le téléphone crépite, nous allons demander à l'honorable de patienter un peu pour que nous faisions quelques revues de titres encore. Liberté attitrée, étude de Thomas Koumou sur les 18 ans de gouvernance économique, ministère de développement à la base, propagande politique ou un outil de lutte contre la pauvreté. Alors, il y a, monsieur Oumeka, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de notre. Ah, vous nous appelez de Noche, allez-y pour votre intervention. Mon intervention concerne la fonction publique de concours dernier. D'accord, le dernier concours. Oui, oui. Posez la question. Jusqu'alors, on n'a pas les résultats, mais on ne donne rien. J'avais répondu à la question là, la dernière fois, la semaine surpassée, et lorsque nous étions en train de faire l'émission de, si j'ai bonne mémoire, du 6 juillet, j'ai répondu à la question en disant que selon les informations que j'ai pu recueillir ici et là, le ministère de la fonction publique est à pied d'œuvre pour que les résultats soient proclamés, sauf qu'il y a quelques détails qu'ils sont en train de régler et les résultats sont pratiquement prêts, mais ils passent tout cela au peigne fin avant que cela ne soit proclamé. Alors, vous allez prendre encore votre mal en patience pour que ces résultats puissent sortir et que vous voyez si vous avez été retenu ou pas. Seulement, je vous encourage à postuler à bien d'autres concours si il y en a, ou à ne pas négliger de faire quelques petits métiers que ce soit, comme quoi il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Merci de nous avoir appelés de Noche et par votre intermédiaire, je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent maintenant à Noche. Un autre auditeur en ligne, nous le recevons très rapidement pour ne pas lui perdre le temps, parce que le temps aussi est en train de partir. Bonsoir. Vous nous appelez Dieu, vous vous appelez comment? Waouh, je suis heureux de vous recevoir de Gamélé. Kokou Pierre. Merci à vous aussi. Je suis un malvoyant.
Ah, je vois. Je vais remercier tout le peuple togolais, surtout mon premier parti, l'UFC qui est là aujourd'hui. L'UFC, c'est votre parti? Sans blague. Le parti aussi. Ah, impeccable. Mais le problème de notre terrain au village d'habitude. Problème du terrain. Les gens ont occupé tout mon terrain. Et il y avait l'expert qui était arrivé. J'avais demandé à savoir pourquoi l'expert géomètre était arrivé avec les corps appuyés derrière les géomètres. Il m'a dit d'aller voir le maire d'Atolové. J'étais bien parti voir le maire d'Atolové. Et le maire me disait sûr que l'affaire était venue à haut lieu et lui et à Maïs. Je ne peux plus rien dire. Ça m'a un peu touché. Et puis mon frère qui est le deuxième, troisième, le vice-président de l'Assemblée nationale, je vais le solliciter à le dire que voilà ce qui se passe dans mon village de Gamélé. Bon, comment faire? Et puis les chefs du village qui ne sont pas payés aussi, ils arrivent à monter les autres, à prendre le terrain en désordre. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez le... Donc, je m'arrête là-bas. Bien. Merci, mais je... Aidez-moi à voir la solution. Bien, merci d'avoir appelé quand même. Là, j'avais voulu vous poser une question, mais pour ne pas vous perdre de crédit, vous pouvez raccrocher. Il peut nous contacter, on va en reparler en off. Voilà, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. La réalisation va vous prendre et l'honorable vous recontactera pour que vous puissiez échanger là-dessus. Bien, si vous l'avez en ligne, c'est bien. Ok, vous prenez juste son contact et le vice-président l'appellera, ou ses services l'appelleront, certainement. C'est aussi ça, hein. Oui, parfois quand absolument. vous promettez d'appeler les gens, ou que vos services doivent appeler, certains veulent vous parler directement, sans savoir aussi que vous avez beaucoup de choses à faire à la fois et que vous êtes tellement sollicité. Nous sommes comme des cuisiniers. Il y a des choses sur la sauce, il y a le riz, il y a la salade, il y a le dessert à préparer. Mais on doit servir les gens, donc ça fait partie du boulot. Merci. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, excusez-nous pour ceux qu'on n'a pas encore appelés, ça va se faire, on n'a oublié personne, mais parfois c'est lent et celui qui attend est souvent à court de patience. Sans oublier cette monstre que j'ai vu au niveau de votre bureau également, tout le monde vient. Oui. Roland Datiego. Alors, oh là là, quand j'entends Pim, il est là. Bonsoir. Vous êtes là? Edmond, vous nous appelez Datiego. Allez-y pour votre intervention. J'aurais aimé que vous diminuiez le volume de votre radio, comme ça vous pourrez mieux nous entendre. Allez-y maintenant, si c'est fait. D'accord. J'aimerais d'abord remercier l'honorable Merci. pour le développement qu'il a fait. Et ma question est relative aujourd'hui à la composition de la CENI et notamment la HAC. La HAC, puisque nous savons que depuis un certain temps, ces deux institutions ne sont pas renouvelées. Pourquoi est-ce que cela traîne? C'est eux qui sont les parlementaires. Jusqu'à présent, on ne comprend pas, parce que l'opposition qui dénonce que la CENI et la HAC sont dans l'illégalité. C'est ma question. Bien. Alors, ce sera tout? C'est tout. Bien, d'accord. Il va vous répondre. Alors, monsieur le vice-président, oui. Pourquoi jusqu'à présent les institutions qui doivent être renouvelées ou qui doivent connaître de renouvellement ne sont pas encore renouvelées, et pendant que vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vrai, vous n'êtes pas le ministre en charge des relations avec les institutions de la République, mais en tant que député, est-ce que vous comprenez cela et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à ce jour? Nous comprenons cela, nous avons eu à échanger sur ces questions-là également, et avec qui de droit. Tout ce que je peux dire ici, c'est qu'au niveau de la CENI, effectivement, le mandat de 1 an, mais la CENI reste en place jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux membres. Donc, ils ne sont pas dans l'illégalité. Ils peuvent rester là. C'est comme un peu l'Assemblée aussi. Notre mandat finit en décembre. Si on n'a pas encore fait de nouvelles élections, nous sommes là. Mais nous ne sommes pas dans l'illégalité. C'est des dispositions qu'il y a qui permettent d'aller au-delà du terme.
justement pour qu'il n'y ait pas blocage ou que l'institution ne se retrouve pas paralysée. Donc non, il n'y a pas de problème là. Pas qu'il n'y a pas de problème. Idéalement, on aurait fait les choses dans les délais ou on ferait les choses dans les délais. Mais je pense que quand on ajoute la Covid, les problèmes de sécurité que nous avons et tout ce que nous avons comme problème qu'il faut régler, c'est aussi des problèmes importants. Il faut respecter l'agenda, mais ça va se faire. On va bousculer un peu le ministre pour voir où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils comptent faire. Et peut-être dans la prochaine émission, on pourra aborder cette question pour voir où est-ce qu'ils en sont, si ce n'est pas déjà renouvelé. Où est-ce qu'ils en sont avec le renouvellement des membres au niveau de certaines institutions de la République. Absolument. Bien. Alors, la dernière question que moi je voudrais vous poser, c'est de savoir les nouveautés que l'UFC réserve à la population togolaise à l'orée de ces élections qui sont en train d'arriver, c'est-à-dire les régionales et les législatives. Alors, si jamais nous sommes en majorité, une des choses importantes que nous aurions voulu faire, que nous n'avons pas pu faire, que nous ferons, qui devient une priorité, c'est l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle. Les chefs traditionnels dépendent de l'administration territoriale. Nous souhaitons en faire une institution à part entière, qui a son budget, qui a ses propres mécanismes et que les chefs traditionnels, parce que vous entendiez tout à l'heure que quelqu'un disait qu'il y a un chef qui n'est pas payé, donc il y a les gens qui lui versent de l'argent. Alors nous voulons remettre les chefs à leur place. C'est-à-dire qu'un chef est un chef qui mérite du respect, gardien de nos us et coutumes. Ils doivent nous permettre de garder un certain équilibre dans la société. Pas seulement les chefs traditionnels, hein, les pasteurs aussi. Ce sont des gens que nous devons accompagner en leur donnant des subventions, en leur donnant des moyens. Mais les pasteurs en cotisent déjà pour eux à l'église. Oui, mais ça c'est entre eux et les fidèles. Moi je regarde les choses au niveau sociétal. Les pasteurs, entre ce qu'on leur donne pour certains et ce qu'ils fournissent comme effort et qui contribuent à la paix sociale dans le pays, je ne suis pas sûr qu'ils sont rémunérés à juste titre. Oui, c'est-à-dire que c'est des gens qui contribuent à stabiliser la société. Il faut qu'on leur donne plus de moyens pour qu'ils puissent faire ce travail. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont riches avec des jets privés ou des escrocs. La plupart vivent dans des conditions difficiles. Ils ont donc aussi besoin de moyens, mais pas de moyens personnels où tu vas lui donner tout le temps ce que tu as. Que ce soit institutionnalisé, ils sont au budget de l'État, s'ils sont une vraie église reconnue et tout, s'ils sont pareil pour les chefs traditionnels. Et nous allons vraiment mettre l'accent sur les PME et les PMI. Elles constituent le maillon fort de notre tissu économique. Nous allons vraiment les choyer. Nous voulons réduire la pression fiscale, nous allons réduire la TVA, les autres impôts qui payent, la bureaucratie. Mais je pense que cela doit faire l'objet d'une autre émission probablement. Il y a vraiment... Parce que la question, elle est vraiment large par rapport au niveau que l'UFC veut. Mais quelque chose qui va être central dans notre prochain projet de société, c'est la justice. La justice. Nous travaillons sur l'idée de mettre en place un tribunal comme le tribunal du commerce, mais un tribunal qui va être spécialisé dans le traitement des questions foncières. Donc, pendant les 12 premiers mois, si jamais nous avons la majorité au Parlement, pendant les 12 premiers mois, ils vont devoir évacuer tous les dossiers qui sont en souffrance actuellement, qui sont en instance, et ils seront comme le tribunal du commerce à 90 jours pour évacuer les dossiers qui arrivent à son niveau. Ils auront 120 jours pour traiter toute question foncière. Nous allons mettre les moyens qu'il faut pour que les juges soient bien payés, pour que les gens aient les moyens de faire leur travail correctement et qu'on ait une justice qui puisse rendre la justice dans la dignité, dans l'équité et qui puisse faire notre fierté à tous. Troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Sénat et puis merci. C'est moi qui vous remercie et je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et nous restons à votre disposition. Merci, mesdames et messieurs, à vous qui nous avez également suivis. Toutes nos excuses à tous ceux qui ont voulu rentrer en ligne, qui n'ont pas réussi à rentrer en ligne. Tous ceux qui sont rentrés en ligne, mais malheureusement, la ligne a été perdue entre-temps. Toutes nos excuses. Nous sommes là pour vous servir. La semaine prochaine, nous serons encore là pour une autre émission. Et la semaine prochaine va arriver d'ailleurs très très vite. Force à nos forces de défense et de sécurité. À tantôt.